Depuis 10 jours, la contestation s'est installée dans l'Hexagone face à une réforme des retraites dont on sait enfin de quoi elle sera faite. Plus simple, plus juste pour tous. C'est ce qu'a promis le Premier ministre mercredi en dévoilant les contours du système universel des retraites. Mais a-t-il convaincu ? Prudence, voilà la ligne de conduite adoptée par le Premier ministre. Édouard Philippe avait prévenu, pas d'annonce magique, pas d'illusion. Quant aux conséquences potentielles de ces annonces sur le mouvement de grève, la réforme des retraites est un lourd, très lourd dossier pour l'exécutif français. Mais sur la refonte des 42 régimes spéciaux, aucun compromis possible. Nous mettrons fin aux régimes spéciaux, nous le ferons, j'y reviendrai, progressivement, sans brutalité, dans le respect des parcours individuels. Mais je le dis, mesdames et messieurs, avec tranquillité, avec calme, avec détermination, avec respect pour les organisations syndicales, pour les travailleurs qui y adhèrent comme pour ceux qui n'y adhèrent pas. Le temps du système universel est venu, celui des régimes spéciaux s'achève. Mais face à la contestation, le gouvernement lâche quelques cartes, comme le décalage de la mise en application de la réforme. La génération née à partir de 1975 sera la première concernée et non celle de 1963 comme envisagé au départ. Les régimes spéciaux pourront bénéficier d'une période de transition. Quant à la pension minimale, elle sera fixée à 1 000 € pour une carrière complète. Autre dossier sensible, l'âge du départ à la retraite. Le flou était maintenu. Là, le Premier ministre prévient. La seule solution est de travailler un peu plus longtemps. 62 ans sera l'âge légal, 64 l'âge pivot pour une retraite complète. La seule solution, c'est de travailler un peu plus longtemps et progressivement un peu plus longtemps. Comme c'est le cas partout en Europe et partout dans le monde. Avant même les révélations du Premier ministre, l'intersyndicale CGTF ou FSU Solidaire avait déjà appelé à des actions locales cette semaine et à une journée de mobilisation interprofessionnelle mardi 17 décembre. Et un regard extérieur pour commencer. Darius, est-ce que les Français vous paraissent prêts à cette réforme, à une réforme peut-être d'une telle ampleur ? Je peux vous dire comment nous avons présenté la grève au journal télévisé. Moi, j'avais en direct une correspondante en France qui évoquait sa propre grand-mère qui touchait, je crois, 450 €. Elle était coiffeuse indépendante de retraite. Et vu des Suisses, c'est un regard un peu équilibré, un peu contrasté, parce qu'il y a une vraie compréhension pour cette difficulté sociale vue depuis un pays, la Suisse, où il y a plus de prospérité. Il y a aussi de la pauvreté en Suisse, mais il y en a beaucoup moins. Et puis, d'autre part, il y a une certaine incompréhension par rapport au côté grève dure, bras de fer. Il y a eu des grèves très importantes dans l'histoire suisse, mais enfin, depuis l'après-guerre, c'est plus du tout notre tradition. Il y a peu de grèves. Et cette idée vraiment du bras de fer social, la tradition de la CGT telle qu'elle existe en France, tout ça paraît quand même très lointain. Bon, réaction en plateau. Yves, ça vous fait rire ? Oui, parce que, vous savez, on avait un président de la République qui pensait que le vieux monde avait disparu. Ben non, on est en plein dedans, là. C'est-à-dire que vous avez le traditionnel bras de fer entre un gouvernement et des syndicats qui sont encore là, dont on pensait qu'ils étaient moribonds, comme les partis politiques. Je pense qu'ils le sont. Et tout le problème, d'ailleurs, probablement, on va le voir au cours de ce conflit, c'est qu'il y a une division réelle entre les syndicats, mais à l'intérieur même des syndicats, entre les représentants et la base. Après, on peut avoir différentes lectures de ce conflit. On peut avoir une lecture économique, sociale, sur le contenu des mesures qui ont été prises. Et puis on peut avoir une lecture politique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être plus la lecture politique. Parce qu'on trouvera toujours que c'est juste ou injuste. C'est une vraie question quand même. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste ? C'est comme ça que le Premier ministre français dit c'est plus juste, c'est plus simple. Est-ce que c'est plus juste, est-ce que c'est plus simple ? Il y a des gens qui vont perdre, mais je vais vous dire, ceux qui vont perdre, c'est probablement ceux qui ne manifestent pas, justement. Et notamment les hauts salaires vont perdre, ça c'est sûr. Les régimes spéciaux vont perdre, puisqu'ils vont perdre les avantages qui étaient liés à leur régime. Donc ils vont avoir des compensations. Mais je pense qu'on n'a rien compris à ce conflit si on ne fait pas une lecture politique de ce conflit. Parce que la lecture politique, c'est que Emmanuel Macron était pris au piège. Je fais très vite. Emmanuel Macron, il a perdu l'électorat de gauche, définitivement. Définitivement, il n'a plus cet électorat qui l'a porté au pouvoir au premier tour. Il a en revanche le soutien d'un électorat de droite qui s'est déporté vers lui depuis la droite traditionnelle. Et cet électorat de droite,
il est pour cette réforme, il est pour l'ordre, donc contre les manifestations, et il est pour l'autorité, c'est-à-dire un pouvoir qui se fait respecter. Et si il recule, ou s'il échoue, parce que là, il joue une partie de poker, Macron, Emmanuel est complètement fini. C'est la seconde partie de son quinquennat, terminé. Son quinquennat dans sa globalité qui peut éventuellement être dans la balance, Yann. Oui, mais alors, ça suppose de suivre l'opinion publique dans la perspective électorale. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une réforme qui lui semble juste, il fait une réforme qui va plaire à son électorat, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il était coincé sur un plan électoral aussi, les deux sont liés. Ce que je veux dire, c'est que cette réforme, elle n'est pas simple, parce que visiblement, la plupart des Français n'ont pas confiance dans ce qu'il leur est proposé. Pourquoi? Parce qu'il y a des sujets qui ont été mis en arrière, comme la pénibilité, par exemple, qui est un sujet qui concerne les gens des régimes spéciaux, mais qui concerne aussi les autres. Si on avait commencé par parler de la pénibilité et du lien avec la situation des retraités, peut-être qu'on aurait avancé mieux. Mais là, effectivement, on a dénoncé les régimes spéciaux comme étant des privilégiés, qui sont peut-être à certains égards, mais il faut rentrer dans le détail, et on laisse les autres dans un grand flou sur ce que sera la valeur du point, du fameux point, comment elle sera déterminée, quelle sera la valeur d'achat du point et la valeur de liquidation du point. Et tout ça, ça fait un système très compliqué, très loin du système actuel. Donc pas plus simple, en fait, c'est ça que vous nous dites. Pas plus simple, en tout cas dans la présentation qui en est faite. Est-ce que c'est plus juste et est-ce qu'on peut parler de justice vraiment? Est-ce que c'est le bon terme? C'est le point qui achoppe, c'est la justice, puisque pour les syndicats, 64 ans, c'est pas juste. Donc c'est là le problème de fond. Mais moi, j'ai l'impression que cette réforme, c'est une opportunité assez géniale quand même pour la France de se réformer bien au-delà des retraites. Parce qu'on voit finalement qu'on parle des intérêts de plein de petits groupes, mais qui ne sont pas petits, qui sont même assez importants, qui ont plein de problèmes. On parle des policiers, on parle des agriculteurs, on parle de l'hôpital, on parle des enseignants. Et c'est vraiment... moi, je pense que c'est une occasion assez formidable de faire alors je vais prendre un mot anglais, c'est du fine-tuning, mais des ajustements pour chacun, parce que enfin les problèmes sont mis sur la table. Alors c'est pas la réforme des retraites qui va les traiter, mais dans toutes les discussions qui sont poussées aujourd'hui en avant et avec les syndicats, ça c'est des questions de fond très importantes dans la vie quotidienne des gens. Et la justice, elle sera là aussi. Darius, vous vouliez intervenir? Oui, j'aimerais ajouter une chose. Vu de Genève, c'est beaucoup plus lointain, c'est peut-être le point de vue de Sirius, mais c'est très frappant quand on est ici. Vous savez, il y a toutes les organisations internationales qui s'occupent des questions sociales, notamment le BIT, l'Organisation internationale du travail, qui a un pouvoir très important. Et ce qui frappe, c'est à quel point c'est un débat pas seulement français, mais européen en général, à quel point le système des retraites, tel qu'il existe dans notre société, ne pourra pas survivre sans réforme très importante. Et on recevait il n'y a pas longtemps M. Borrell, qui est le nouveau haut représentant de la diplomatie européenne. Moi, j'étais très frappé de son pessimisme avec ce discours. Voilà, l'Europe est vieillissante. Il y a un côté japonais, il y a un côté, il disait hors caméra même, un peu mouroir. C'était volontairement provoquant. Mais enfin, le système de la pyramide des âges de la population européenne est tel que le système actuel, de toute façon, ne perdurera pas. Et en Suisse, on a eu un débat qui a été lancé il y a quelques années de manière extrêmement vive, quand un ministre avait dit qu'il faudra la retraite à 67 ans. Ça a évidemment provoqué un tollé, mais tout le monde est très conscient ici que ce sont des questions qu'on n'évitera pas à terme. Est-ce que cette réforme est absolument nécessaire? Est-ce que tous autour de la table, vous êtes d'accord avec ça? Oui, Moi non. Parce qu'il m'arrive de lire les rapports du corps, qui est l'organisme qui s'occupe de ces questions. Et dans ces simulations, j'ai pas vu d'alarmisme, j'ai pas vu... Alors bien entendu, il faut toujours améliorer les choses, mais je note qu'en France, et ailleurs d'ailleurs, le terme réforme prend toujours des connotations négatives. C'est-à-dire qu'il y a une part de renoncement. On prétend améliorer les choses, mais on dit à une partie des concernés, il va falloir... Alors on leur dit ou on leur cache qu'il faut renoncer à tel ou tel point. Je prends le cas des enseignants, par exemple, à qui on dit cette réforme va être très bien pour vous, à condition, bien entendu, que dans quelques années, on vous augmente vos salaires. Mais qui peut prendre un tel engagement aujourd'hui quand, dans le même temps, on n'arrête pas de dire que les ressources publiques diminuent, etc. Donc il y a un vrai souci là-dessus. Si les ressources publiques diminuent, c'est bien qu'il faut les réformer. Oui, mais pourquoi elles diminuent, les ressources publiques? Elles diminuent aussi parce qu'on a des politiques fiscales, notamment vis-à-vis du monde financier, vis-à-vis des grandes entreprises, qui sont totalement, je dirais, qui facilitent plus qu'autre chose. Il y a trois choses. D'abord, le corps dit une chose et son contraire en l'espace de 3 ans, ce qui est normal parce que la réalité, notamment sur la fonction publique, a changé, ce qui explique que maintenant il y a un déficit alors qu'il n'y en avait pas il y a 3 ans. Mais deux choses qui sont... Le déficit, c'est une question d'écriture
signature et de convention Oui, mais comptable. On est d'accord là-dessus. Oui, mais donc on peut dire qu'il y a... de prospection justement sur ce que va devenir la fonction publique d'ici à quelques années. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont découvert un déficit relativement important de quelques milliards. Deux choses simplement qui concernent toute la population. Il y a moins d'actifs aujourd'hui pour plus de pensionnés. C'est-à-dire que, je vais faire très vite, là où en 1960, vous aviez 4 actifs pour un pensionné, aujourd'hui, vous avez à peine 2 actifs pour un pensionné, et ça va aller de mal en pis dans les années à venir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que l'ambition, mais qui était une ambition folle et utopique de Macron, c'était de dire on va mettre tout le monde dans le même régime, parce que ça va être plus juste. C'est comme ça qu'on va gommer, sauf que le diable se cache dans les détails, et que le problème, c'est qu'il n'avait absolument pas anticipé le fait qu'il fallait, justement, et c'est là où vous avez raison, c'est qu'à partir de la réforme des retraites, le gouvernement est en train d'apporter des réponses à des choses qui n'ont rien à voir avec les retraites, comme le salaire des enseignants. L'argent existe, il faut... Alors la deuxième chose, là-dessus, c'est quoi? Vous avez exactement la réponse, c'est parce que les taux d'intérêt sont flat aujourd'hui, sont zéro. Et c'est grâce à ça, et ça c'est une grande chance du gouvernement, c'est que les taux d'intérêt sont quasiment nuls. Une autre raison, je crois, pour faire cette réforme, c'est qu'elle concerne une partie de la population importante, certes, mais pas la population active, qui est celle qui va payer les retraites du futur. Et que si on arrive à boucler quelque chose d'à peu près juste, équilibré, on peut se concentrer sur l'essentiel, qui est créer des emplois pour les jeunes demain, développer l'intelligence artificielle, former cette jeunesse qui a, et on va le voir sans doute tout à l'heure, a vraiment besoin d'emploi. Donc des questions essentielles de la croissance future. À chaque réforme douloureuse qui est proposée aux Français, on avance cet argument de l'emploi. Lorsqu'on décide des schémas fiscaux, comme l'a fait le gouvernement Hollande, ça devait créer de l'emploi. C'est toujours, et on voit bien que, notamment la reprise de l'histoire autour du ruissellement, enfin, il y a beaucoup d'interrogations, et les interrogations sont d'autant plus vives que on passe vite sur les polémiques du rapporteur sur le dossier des retraites qui a des liens avec l'assurance. On voit bien qu'aussi, il y a des débats énormes sur l'opportunité ou pas de faire basculer, même si on prétend le contraire, de faire basculer ce régime traditionnel auquel les Français tiennent en faisant une petite place pour commencer à la retraite par capitalisation. Qui existe déjà d'ailleurs. Qui existe déjà. Y compris dans la fonction publique. Et dont on sent qu'il y a tout de même, vous disiez que les taux sont bas, donc il y a énormément d'argent à investir ici et là. Je pense qu'il y a un vrai souci. Le timing, moi aussi, m'interpelle. Par rapport à cette réforme, parce qu'en règle générale, ça aurait dû être, c'est des réformes de début de quinquennat. Au milieu, là, c'est bizarre. On est à quelques mois des élections municipales, donc ça va polluer tout le débat sur les municipales. Enfin bref, donc c'est... on dit toujours que la France est très difficile à réformer. En l'occurrence, Emmanuel Macron, en 2 ans et demi, a fait des réformes. Est-ce que, parce qu'il y a une question plus large qui peut se poser, c'est est-ce qu'il est en train d'abattre l'État-providence à la française? Ce qu'on a pu lire ici ou là. En grande partie, oui. On le voit sur la relation en chômage, où effectivement, l'État a repris la main parce que les partenaires sociaux n'étaient pas censés pouvoir s'accorder. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, pour répondre à la question de Darius tout à l'heure, qu'en France, on n'est pas vraiment dans une république. On est dans un régime très monarchique, avec à la tête de l'État en ce moment un premier de la classe qui pense que ce n'est pas la peine de faire du fine-tuning en négociant avec les uns avec les autres, que lui a la plus belle copie de la classe et qu'il va la vendre parce que c'est la copie la plus intelligente. La politique, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas une question d'expertise qui descend, fut-elle par quelqu'un d'extrêmement intelligent. Ça demande des négociations avec les catégories sociales concernées. Et ça, c'est quelque chose qu'Emmanuel Macron n'aime pas. Il n'aime pas négocier, il veut bien débattre un peu avec les maires, mais pas négocier. Mais c'est pour ça qu'il l'a confié à Édouard Philippe, puisque c'est Édouard Philippe aujourd'hui qui reprend. Ça, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau, mais enfin là, qui discute depuis hier avec les syndicats, c'est... Mais ça revient au même, Tous les présidents de la République se sont heurtés à la réforme des retraites. C'est extrêmement descendant. C'est extrêmement descendant. On voit à la déception de Berger, le patron de la CFDT, qui avait eu l'impression qu'il avait été entendu par Emmanuel Macron, rien du tout. Alors probablement c'est tactique, probablement Macron va revenir là-dessus pour pouvoir dire qu'il a fait une concession et effectivement diviser le front syndical, puisque la CFDT était plutôt en faveur de la réforme de la retraite à points, mais qu'elle est contre cette affaire d'âge d'équilibre. Darius, je retourne vers vous à Genève, j'ai l'impression que vous trépignez.
Non, je n'y pas. Vu en tout cas de Suisse, vous savez que c'est bientôt le forum de Davos et on avait pu comparer les différents présidents de la République française qui s'exprimaient. C'est certain que la volonté de réforme d'Emmanuel Macron à Davos, par exemple, est très bien vue. Et elle est vue comme une capacité de changer un pays qui a été longtemps très pris dans une tradition assez dirigiste. Je lisais par hasard en venant ici un texte qui date de 63, où De Gaulle parle déjà des grandes réformes. Et il dit il faut quand même à l'arrivée toujours se fier au plan. Et il parle même, De Gaulle, de son admiration pour le plan soviétique. Et ça paraît tellement martien aujourd'hui, dans le temps, mais aussi dans l'espace. Vu de Suisse, il y a une tradition dirigiste, étatiste française qui est extrêmement forte. Et il faut dire que Emmanuel Macron est le premier à ébranler un peu cette tradition-là, à sembler un peu différent, un peu moins jacobin, un peu moins étatiste, un peu moins dirigiste. Alors, Darius, vous ne me voyez chez tous, pas, évidemment, alors il y a des opinions de gauche et de droite. Alors, Il y a Darius, des opinions de gauche et de droite ici pas, aussi, mais mais cette volonté de réforme a suscité ici, je parlais du forum de Davos, beaucoup de réactions positives. Alors, Yann d'abord, et ensuite, rapidement. Extrêmement dirigiste. Là, c'est vraiment le président qui a son plan et qui l'impose à la société. Et ce que je voudrais dire, c'est deux choses. Un, c'est une nationalisation du système là qu'on est en train de faire, hein. Et effectivement à la main du président de la République, mais ce qui n'a rien de nouveau. C'était déjà le cas avec Chirac, avec Sarkozy, avec tout le monde. Et pour répondre à Darius, il faut savoir que le général de Gaulle, peut-être a-t-il dit ça, mais il oublie le plan Armand-Rueff des années 60, de 1960 précisément. Et ce plan, c'est probablement un des modèles, qu'on aime ou pas, de libéralisme en France. Il n'a jamais été appliqué, hein, et pour cause, parce que le libéralisme, c'est un gros mot dans notre pays. Mais on dit souvent que le président de Gaulle était hostile et urticant au libéralisme. C'est pas vrai. Akram. Le plan, alors le Goros plan ou le Gos plan, je ne me souviens plus russe, mais en France, il y a une tradition de planification qui a donné ses lettres de noblesse, je dirais, à l'industrie, à l'aménagement du territoire, l'abandon du plan, puisqu'il a été supprimé, si je ne m'abuse, par le gouvernement Jospin. On en voit les conséquences aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes d'aménagement du territoire et dans l'industrie. On va revenir en 2019. L'exécutif prévoit de présenter le projet de loi au Conseil des ministres le 22 janvier prochain, une discussion au Parlement au mois de février. Est-ce que le gouvernement va pouvoir tenir et le calendrier et le cap? Et on terminera là-dessus. Virginie. Là, franchement, j'aimerais avoir une boule de cristal parce que je ne peux pas vous le dire. Enfin, moi, j'en ai aucune idée. Tout va dépendre de ce qui se passe dans la rue aussi. Et on dit aussi que c'est une bataille de l'opinion publique. La mobilisation va continuer, oui, grande manifestation mardi. Il y a des grandes manifestations mardi, mais les gens qui essayent de venir travailler tous les jours, ils en ont marre aussi. Il y a des gens qui veulent aussi la réforme. Donc, il va falloir que le gouvernement trouve un langage pour que sa réforme soit acceptable par l'opinion publique. Les salariés du privé, on n'en parle jamais. Les salariés du privé, ils vont travailler en marchant 2 heures par jour, faire de la trottinette et du bus. En Ile-de-France, oui. À Paris, en Ile-de-France, oui. Dans les régions, effectivement, ça se sent beaucoup moins. Le calendrier, le cap, Yann? Le gouvernement espère visiblement que le mouvement va s'échouer sur les fêtes de fin d'année et qu'en janvier, ce sera très compliqué de réchauffer l'affaire. Donc, je ne serais pas étonné qu'il y ait des concessions tactiques début janvier pour effectivement faire retomber la mayonnaise. D'un mot rapide pour conclure. La réforme n'est pas écrite, elle n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'on voit bien d'ailleurs, la plupart des syndicats, sauf la CGT, sont assez ouverts encore à ce qu'il y ait un dialogue. Il va y avoir des concessions qui seront faites et ça va de toute manière passer après Noël. Ça ne sera pas terminé d'ici là.